Il est 8h13 sur Europe 1. Votre invité, Sonia Mabrouk, est philosophe. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Bérénice Levé. Bonjour. Rarement un ministre n'aura autant concentré l'attention et les critiques avant même d'agir. Le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, intellectuel universitaire, a été qualifié de wokiste, décolonialiste, islamo-gauchiste par la droite et la droite de la droite. Autant de notions sur lesquelles vous travaillez depuis longtemps. Pour vous, Bérénice Levé, de quoi ce ministre est-il le nom ? Oui, alors je vais éviter justement toutes ces épithètes qui occultent un peu la question, donnant du contenu. Alors pour moi, il est le nom de la volonté affirmée, assumée, nous y reviendrons sans doute, d'Emmanuel Macron, de convertir la France à un modèle qui lui était essentiellement étranger et même, pourrions-nous dire, contraire, à savoir un modèle identitaire et diversitaire, un modèle qui repose sur la reconnaissance et alors désormais depuis quelques années déjà, ce fameux mot de visibilité des identités. Je vais, si vous me le permettez, alors je tiens à préciser une chose, c'est que j'aime à résumer un peu ce qui nous arrive à une formule, une expression que j'emprunte à Hannah Arendt. Hannah Arendt disait que l'homme a perdu le monde, l'homme moderne a perdu le monde pour le moi. Et c'est ce que je me dis parce que Nadia Boulanger, de son côté, quand elle était interrogée sur le fait d'être femme, disait... Oublions que je suis femme, parlons musique. Là, c'est la même chose. Oublions que Madame Elisabeth Borne est femme, parlons politique. Il faudrait pouvoir oublier que... Voilà. Donc, toutes les identités ont assiégé la vie et intellectuelle et politique. Et donc, je crois que c'est cela qui est notre problème. Et alors, je vais retracer rapidement l'histoire de Pap Ndiaye. Mais si vous voulez, la mission, en quelque sorte, qu'il s'est très tôt assignée, il avait... 25 ans, aux alentours de 25 ans, et de faire du fait d'être noir, pas simplement une question, un sujet. En France. Il rentre des États-Unis, vous allez voir, je vais vous raconter cela très rapidement, et il est décidé, résolu, déterminé à faire de cela un sujet comme aux États-Unis. Pardonnez-moi, Bérénice Levé, c'est son voyage, son passage aux États-Unis qui va entraîner cette conversion. Je vous raconte cela très rapidement. Les étapes qui jalonnent sa vie. Il grandit à Bourg-la-Reine, donc d'un père sénégalais qui va très très vite partir, et d'une mère française. Et là, c'est tout à fait édifiant parce que de son propre aveu, de celui de sa sœur, la romancière Marine Ndiaye, de leur mère, que disent-ils ? On avait oublié la couleur de notre peau. Ils étaient les seuls enfants noirs sur les photos de classe, mais on avait oublié la couleur de notre peau. Lui-même raconte, peut-être de temps en temps un regard et encore, mais, dit-il, rien d'invivable, rien de quotidien, surtout dans le racisme. Et quant à leur mère, Simone Ndiaye, elle dit, une fois, une femme s'est exclamée, une négresse blonde, en voyant Marie, mais de minimiser aussitôt, c'est la seule fois dans notre banlieue tranquille de la petite classe moyenne, il n'y avait aucun racisme. Et puis, effectivement, au début des années 90, après des études brillantes, alors qu'il avait décidé de tenter l'ENA, il fait donc un séjour, plus qu'un séjour, il part à Charlottesville en Virginie, il étudie à l'université de Virginie, et puis là, il est contacté par les étudiants de la Black Student Alliance, une fraternité noire qui l'invite à une réunion non mixée. Non mixte, pardon. Dans un premier temps, justement, le républicain français qu'il est choqué. Et puis finalement, il va y prendre goût, il y retourne. Ici, on appelle un noir. Et de là, justement, il se défait de son uniforme de républicain universaliste. J'ai lu cette phrase dans Le Monde. Et là, il décide que être noir doit être un sujet en France. Et il va en faire l'histoire de sa vie. Mais il est l'un des pionniers de la recherche sur les discriminations raciales. Mais est-ce que sa pensée pourrait être équilibrée et résumée ainsi ? Ni déni, ni repentance. Non, je ne pense pas, parce que on est au-delà
finalement même de cette alternative, là n'est pas tant son problème. Si on reprend encore quelques quelques faits, c'est qu'en 2004, il faut quand même savoir qu'il cofonde le Cercle d'action pour la promotion de la diversité, puis le CRAN, le fameux Conseil représentatif des associations noires de France. Le CRAN, je rappelle, qui est à l'origine de l'exigence de débaptiser les établissements qui portent le nom de Colbert, qui a été aussi un des acteurs de l'empêchement du spectacle de la pièce Les Perses à la Sorbonne. Bon, il est favorable au comptage ethnique. Et puis, alors, donc là, nous sommes en 2004 avec le CRAN. En 2008, il publie justement l'ouvrage auquel vous faites plus ou moins allusion, La Condition noire, qui est un ouvrage important parce que c'est la première étude notoire des Black Studies en France. Et là, il va commencer à intéresser les politiques. En 2019... Attendez, pardonnez-moi, arrêtons-nous sur cela. Au point de départ de son travail, il y a une légitimation de la racialisation des rapports sociaux. Oui. Est-ce à dire, Bérénice Levé, que ce nouveau ministre de l'Éducation estime que la race est une catégorie sociale à part entière? Alors oui, il estime que c'est... Alors, il parle d'une construction sociale. En réalité, et on le voit dans le rapport qu'il a dirigé sur la diversité à l'Opéra, cette construction sociale est régulièrement reconduite à la question de la couleur de peau. C'est les blancs, non blancs, les noirs, mais donc construction sociale, et en réalité, c'est l'épiderme qui prévaut. Mais oui, il est tout à fait... Et alors, il a une phrase extraordinaire. Il dit... ça montre le personnage qu'on nous présente toujours très lisse, etc. Il faut, si l'on veut déracialiser la société, il faut parler de la race. C'est-à-dire, pour déracialiser, parlons de la race toujours, tout le temps, et ne parlons plus que de cela. Obsession de la race, dites-vous. Pourtant, face à l'avalanche de critiques depuis sa nomination et pour le défendre, d'autres mettent en avant, au contraire, une pensée beaucoup plus nuancée, beaucoup moins directe et abrupte que celle que vous décrivez. Il serait en réalité un progressiste modéré, est-ce le cas? Oui, il joue beaucoup sur cette image. L'homme est extrêmement habile, il aime à se draper dans les habits de pacificateur parce que, justement, quand il est nommé à la tête du Musée national de l'immigration, c'est précisément en vantant ces qualités-là. Et alors, là aussi, c'est très intéressant parce qu'il faut savoir que Emmanuel Macron donc, est à la recherche d'une personnalité nouvelle, d'un sang neuf, comme j'ai pu le lire. Et puis, lui, finalement, se propose. Il se sent légitime et surtout, nous sommes en 2021, donc il y a un an, et il considère qu'il est tout à fait légitime et surtout qu'il est important qu'il entre dans l'action. Donc il y a vraiment, c'est pas simplement l'universitaire, mais alors là je ne le critique pas parce que je suis tout à fait comme lui dans la volonté quand même que nos idées trouvent une traduction. Mais nous n'avons évidemment pas les mêmes idées. C'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que vous êtes sur un débat de fond. Ici, ce que nous allons analyser, Bérénice Levé, ce sont ses écrits, ses corpus idéologiques. Il ne s'agit pas de prendre des bouts de phrases. Exactement. Par exemple, lors de la passation des pouvoirs, ce nouveau ministre de l'Éducation, il a mis en avant son parcours républicain, fruit de la méritocratie républicaine, sans trace d'aucune revendication ni acrémonie. Est-ce que ce n'est pas un procès d'intention que vous lui faites? Non, ce n'est pas un procès, parce que, je vous dis, ce qui est le plus insidieux, c'est le fait de ne pas vouloir intenter exclusivement un procès à la France, mais de faire pénétrer dans les esprits la grille de lecture décoloniale, de post-coloniale, indigéniste. Un autre exemple tout à fait remarquable, en 2019, il intègre le comité scientifique de l'exposition Le Modèle Noir de Géricault à Matisse au musée d'Orsay, dirigé par Laurence Descartes, qui désormais est à la tête du musée du Louvre. Et d'ailleurs, quand elle a été nommée à la tête du musée du Louvre, cette exposition a été justement, non seulement elle était une femme, mais son autre vertu était d'avoir organisé cette exposition. Or, l'historien s'est impliqué à fond et la conservatrice du département peinture, que nous dit-elle? Il est arrivé avec une approche
très américaine. Et cette exposition a été saluée comme la première exposition d'un regard, enfin, d'une décolonisation des arts et du regard. Donc, vous voyez, tout cela se fait très doucement, et ça semble finalement ce n'est rien, on va simplement, mais c'est, alors pareillement, vous êtes en train de nous dire que subrepticement à la tête du ministère de l'Éducation, c'est quelqu'un qui veut changer notre modèle. Alors je vous pose directement une question qui me semble importante, Bérénice Levet. Est-ce possible d'être totalement, parfaitement, entièrement républicain tout en portant des revendications de certaines minorités? Non. Alors évidemment, je ne suis pas là pour décerner des brevets de républicanisme, mais il n'empêche que non. L'idée républicaine à la française et l'universalisme à la française implique que vous ne fassiez pas la moindre exception de la question des identités. J'aime à dire que ce qui fait la saveur de la France, c'est que la France est cette belle audacieuse qui vient rappeler à chacun d'entre nous que nous pouvons instaurer un pas de côté par rapport à nos identités. C'est-à-dire que vous, comme moi, quand nous écrivons, quand nous pensons, ou quand nous votons, nous faisons un pas de côté par rapport à notre identité de femme. Il ne s'agit pas du tout de nier les identités, mais de savoir les séparer. Et donc, vous êtes rappelé à ce jeu que vous pouvez instaurer avec vous-même, c'est-à-dire avec le déterminisme. René Char a une très belle formule, il parle d'une enclave de liberté, et bien au milieu des déterminismes sociologiques, ethniques, religieux, tout ce que vous voulez. Et ça ne veut absolument pas dire qu'il faille les nier. Ça, c'est un mauvais procès que nous n'avons cessé de faire à la France. Disons-le, ce procès, peut-être que certains, ce matin, en vous écoutant, Bérénice Levet affirme que le modèle que vous défendez, qui est le modèle que l'on connaît en France, est rabougri, que c'est une vision étriquée par rapport à Pape Ndiaye, qui lui tient compte des différences. Que c'est aussi un modèle qui a fait son temps. Or, c'est pourquoi je tiens absolument à insister sur la saveur de ce modèle pour que nous ne semblions pas rabougris. Et surtout, alors là, parce que je sais que je suis souvent assimilée aux conservateurs, je suis conservatrice assurément, mais en l'occurrence, c'est pas parce que c'est notre histoire. Parce que, comme nous le savons depuis la Révolution française et Rabot-Saint-Étienne, l'histoire n'est pas notre code. Cette histoire, j'ai envie de la continuer parce que je trouve que l'idée de l'homme et l'entente de la vie qu'elle porte est infiniment plus délectable que cette idéologie décoloniale, wokiste, etc., qui encercle l'être individu et enferme l'individu dans le cercle étroit de ses identités. Et le nouveau ministre, selon vous, je le précise, ne serait pas le continuateur de cette histoire et de ce modèle, mais qu'est-ce que cela nous dit alors sur Emmanuel Macron? Parce que passer de Jean-Michel Blanquer à quasiment son antithèse, est-ce que c'est dû en même temps ou est-ce que finalement, au contraire, c'est une clarification? Alors, justement, moi, je m'en suis plutôt réjouie quand j'ai appris cette nomination. Vous entendre depuis le début de cet entretien, j'en ai pas l'impression. Je m'en suis réjouie parce que je me suis dit, alors ça fait quand même 5 ans que je bataille, que je publie des articles pour dire, avec Emmanuel Macron, à la fin, ce sont toujours les décoloniaux qui gagnent. Eh bien, là, au moins, je me dis... Le président a le mérite de jouer carte sur table. Jean-Michel Blanquer, c'était finalement le paravent. Et d'ailleurs, c'était extraordinaire dans la matinale de France Inter samedi, avec l'inénarrable Caroline Bécard. Je la cite, on passe de quelqu'un, Jean-Michel Blanquer, qui était fermé sur les questions identitaires, à quelqu'un qui y est très ouvert. Et Michel Viborca lui-même nous dit, s'il a les moyens de mener la politique qu'il peut incarner, nous irons dans une nouvelle direction. Pourquoi je dis que c'est le vrai visage d'Emmanuel Macron? Permettez-moi quand même là aussi de livrer quelques pièces à conviction. Nous avions eu la commission confiée à Pascal Blanchard sur les noms de rues, les noms de personnalités issues de l'immigration qui pouvaient justement se voir attribuer des noms de rues et des statuts. Ode à la diversité, avait-on dit. Alors, voilà. Reconnaissance, et en quoi est-ce mal? Ode à la diversité, mais parce que c'est rappeler les êtres d'abord. Zola, par exemple, n'était plus le grand écrivain français. Il nous intéresse parce qu'il a des origines italiennes. Par ailleurs, Emmanuel Macron nous avait expliqué
Et un entretien qui n'a pas été assez médité, l'entretien qu'il avait accordé en décembre 2020 à l'Express. Le chef de l'État contestait l'épithète de multiculturaliste. On a dit que j'étais multiculturaliste, que je n'ai pas été. Faux procès. Et là, qu'affirmait-il? Je crois à une politique de la reconnaissance des identités. Si le multiculturalisme, ce n'est pas sa définition, moi je n'y comprends plus rien. Et par ailleurs, autre phrase extraordinaire. Le fleuve principal, donc français, est là, bien présent, trop présent aux yeux du président du premier quinquennat. Le temps est venu de faire place, disait-il, à ses affluents. Et par affluent, il entendait la richesse, je le cite, que sont les diasporas pour nous-mêmes. Donc il se voulait le président des affluents, de chaque affluent qui alimente le fleuve France, et notamment de sa part d'Afrique. Bérénice Levet, à vous entendre, c'est une clarification. Nous serions, selon vous, à la croisée des chemins, dans un entre-deux, soit on se convertit à un modèle américain communautariste, ou bien on tient à notre modèle dans lequel la préséance revient à l'identité nationale. Je vais conclure par une phrase de Balzac, et vous allez conclure cet entretien. Balzac dit: on pousse dehors d'autant plus facilement les grandes choses qu'on ne les comprend plus. Est-ce qu'on ne comprend plus notre modèle en France? Voilà, en un mot pour conclure. Voilà, mais c'est une phrase que je cite très souvent parce que pour moi ça a été vraiment une révélation que cette phrase. En effet, je crois que les vertus, j'insiste sur ce mot, les vertus et la saveur surtout du modèle qui est le nôtre demandent à être toujours rappelées et non pas réduits à quelques formules, parce que je suis impatientée aussi par le fait que finalement nous aussi nous procédons beaucoup par formule. J'aurais aimé, mais je crois que je n'en ai plus le temps, de bien distinguer les vertus émancipatrices justement de l'identité nationale, de l'identité française qui nous rattache à une grande histoire, et des identités particulières qui rattachent aussi à des histoires, mais qui doivent demeurer dans la sphère privée. Et ça, c'était aussi ce qu'il y avait de savoureux. On a bien compris en tous les cas les différences entre ces deux modèles, ces deux visions de la France, et évidemment aussi le ministre de l'Éducation, on l'espère, viendra. Oui, et le ministre de la Culture, on aurait aimé aussi, j'aurais aimé en dire un mot. Mais vous dites que c'est la même... Les deux font la paire, c'est la même constellation. Merci Bérénice Levet d'avoir répondu à nos questions ce matin et bonne journée.